tissu en rotation pendant 8 heures. Ça dépend bien évidemment des recettes, on va dire globalement entre 5 et 8 heures de temps où le tissu est laissé en stockage, en rotation, de façon à ce que les enzymes désagrègent petit à petit tous les produits d'encollage qui ont été déposés préalablement à la mobilisation. Et on va déjà désolidariser les fibres, on va commencer à les rendre un petit peu plus malléables. Alors, chaque fois que je vous dis quelque chose, il y a évidemment son contraire. Un produit, par exemple, qui a été tissé avec des fils en double retors, n'a pas besoin d'être encollé, n'a pas besoin donc d'être désencollé par la même. Un produit qui a du polyester en chaîne et qui est tramé avec des fibres cellulosiques n'a pas besoin non plus d'être encollé. Je ne vous parle là bien évidemment que de généralité sur les produits cellulosiques. Prenez ça pas pour argent comptant, mais comme une règle a priori commune pour les produits cellulosiques. Il y a 36 digressions possibles et imaginables. On est encore là demain matin, ça doit tout les évoquer. On reste sur les grands principes. Une fois que ce produit est désencollé, on peut aussi le blanchir. Parce que vous vous rendez compte que lorsqu'il sortira de désencollage, qu'il sera donc lavé, les bourrons, les puces, les impuretés, les petits points brunâtres que vous avez sur une nappe cellulosique, c'est très bien. Merci Eric. C'est, on va dire, un obstacle à un bon rendu coloristique. Si vous teignez un coloris foncé, il est clair que ces impuretés brunâtres ne vous gêneront pas. Si vous teignez un coloris très clair, vous devez blanchir excessivement le fond pour faire en sorte que le coloris très clair que vous allez teindre par-dessus ne soit pas moche. Donc, on peut en règle générale aussi forcer la dose et faire un blanchiment ou à froid. On peut tout simplement le rajouter à notre produit de désencollage. Ça peut se faire en juxtaposition, ce genre de procédé, ou alors on peut le blanchir à chaud. Et si on le blanchit à chaud, on le blanchit par immersion dans un bac d'eau oxygénée et par vaporisation dans un vaporisateur, qui permet par élévation de température une vaporisation et donc quelque part une affinité plus à cœur de votre tissu et donc de votre eau oxygénée dans le tissu. Quand vous ressortez de ces étapes, donc de flambage, vous nettoyez les surfaces, désencollage, vous désagrégez les cols de votre produit de chaîne, blanchiment à chaud, blanchiment à froid, vous commencez à avoir quelque chose qui est beaucoup plus hydrophile et qui peut donc accepter plus facilement la teinture. On peut par contre aller encore au-delà en termes de préparation des produits cellulosiques. Et c'est ce qu'on va aller voir juste à côté. C'est le principe donc du blanchiment à l'eau oxygénée. Le principe donc d'un décapage de la fibre à cœur, et on utilise pour ce fait ce grand compartiment central que vous voyez là-bas au fond, c'est un vaporisateur. On immerge, on imprègne le tissu en eau oxygénée, en séquestrant une fois de plus pour éviter les voiles marines. Non. L'oxycellulose, ils ne connaissent pas. Non. On n'est pas allé aussi loin. En fait, on reprend une image, peut-être les avez-vous vus dans les bouquins, dans l'imagerie en plus d'Épinal, c'est vraiment le cas, en des temps ancestraux ou immémoriaux, les linges, les draps de lit étaient étendus sur des prairies et on leur répandait de la chaux vive dessus pour les blanchir. Ça s'est légèrement modernisé,
mais c'est globalement le même principe. Donc on nettoie, on décape à cœur, chimiquement parlant. À l'époque c'était avec de la chaux, aujourd'hui c'est avec des produits dérivés et de l'eau oxygénée en particulier. On décape à cœur et on blanchit. Vous voyez une roule, même si on le voit peu, mais même de loin, la roule, le chevalet jaune que vous avez devant la machine, vous voyez la blancheur du tissu qui en sort. Et vous imaginez l'aspect brunâtre de cette même roule qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va déjà décaper, on va véritablement à cœur de la fibre, on va la nettoyer, on va l'aérer et on va chimiquement, si j'ose dire, naturer, qu'il en ressorte quelque chose de blanchi. On ne le fait pas ici en Alsace, mais ça se pratique davantage dans les Vosges, qui sont plus des fabricants de linge de lit. On utilise également le procédé du chlorite, c'est-à-dire on utilise dans ce cas de figure un dérivé du chlore. Là aussi pour blanchir davantage. Le principe du chlorite, lui, ne travaille pas à cœur la fibre, il décape simplement en surface. Donc les petits bourrons, les petites grosseurs brunâtres que vous avez en surface, on va simplement les dégommer, les décaper avec du chlore. Et on va les blanchir sans pour autant les rendre plus hydrophiles. Alors que là, lorsque vous teignez, lorsque vous blanchissez à cœur et à chaud, vous améliorez intrinsèquement l'affinité tinctoriale de votre fibre, vous la rendez autrement plus hydrophile. Le tissu qui sort de là, on peut aussi le merceriser. Une autre grande machine que vous avez de l'autre côté, le mercerisage. C'est aussi une technique d'amélioration de l'hydrophilité de votre tissu. Le produit de base qui est utilisé étant la soude caustique. C'est sur le même principe que le blanchiment, sauf que l'on décape, si j'ose dire, en tirant en plus, parce que c'est une machine, son appellation exacte, c'est ligne de mercerisage sous tension. C'est-à-dire qu'une fibre, un tissu qui provient d'une torsion d'un agglomérat de fibres, va être mis sous tension dans cette machine. On va gonfler la fibre avec la soude caustique, on va la faire, entre guillemets, se dilater et donc en améliorer, si je veux dire encore, son ouverture pour aller nettoyer encore plus à cœur toute fibrille ou toute impureté. Une machine de ce genre, peut-être et sûrement connaissez-vous déjà le concept même d'un coton mercerisé. Vous allez ouvrir le catalogue de la Redoute et vous verrez qu'il existe des cotons mercerisés par rapport à des cotons qui ne sont pas mercerisés. Le principe donc de la caustification ou donc de la mercerisation, c'est précisément de rendre plus brillant la fibre, de la rendre plus glacée. Et comme on parle d'une activité chez nous, d'activité donc cellulosique, il faut savoir que le coton est toujours assez hydrophobe par nature. Une popeline ou une toile est une armure en plus relativement serrée, ce qui rajoute encore à la difficulté de teindre à cœur une fibre qui est très serrée et qui est en plus naturellement hydrophobe. Une ligne de mercerisage vous apporte globalement 15 à 20% de facilité de teinture. Je m'explique par là en vous disant, vous prenez une recette nominale de teinture, un rouge, le fameux rouge de notre client, vous teignez ce support non mercerisé et qui donnera un rouge, vous prenez la même recette et sur le support mercerisé, vous aurez 15% de foncure supplémentaire. Je ne sais pas si ça peut vous reparler quelque chose, mais 15% de foncure, on peut le visualiser, c'est réellement un autre coloris lorsque l'on en ressort le tissu. Le principe de la teinture, on commence déjà à le toucher du doigt, c'est que moins on met de colorant sur une fibre, et mieux on en maîtrise la technique. C'est très facile à comprendre, vous prenez un seau, vous déversez un seau dans une bassine et vous trempez. Vous y allez à la louche. Si vous faites ça, alors pardonnez-moi les expressions, elles sont un peu raccourcies, mais vous faites ça à la cuillère, vous en connaissez bien plus le contenant et le mode opératoire pour mettre cette cuillère dans votre tissu. Le principe du mercerisage, c'est ça, c'est accentuer, c'est améliorer l'hydrophilité de votre tissu pour que vous ayez moins de colorant à mettre dessus. Car si vous en mettez moins, vous le mettrez mieux et vous le contrôlerez davantage. On va dire qu'en plus, écologiquement parlant, c'est pas plus mal d'en mettre moins dans une station d'épuration ou rejet. Parce qu'il faut savoir que votre tissu, lorsque vous allez le teindre, il aura une certaine capacité à absorber. Au-delà d'un certain seuil, il n'absorbera plus rien et il rejettera le colorant qu'on essaiera pour autant de lui mettre de l'intégrer. D'accord ? On parle aussi du mercerisage pour les tisses éteints. Ces produits, donc chemiserie homme, on va les appeler comme ça,
sont assez élégants, la Schnitzville, avec ses brillants, avec ce claquant, avec cette noblesse au niveau du toucher, au niveau de l'aspect. C'est une ligne de mercerisage qui, en règle générale, confère ce genre de tissu. Prenez une cretonne, donc une toile, un truc assez con, que vous teignez en l'état sans avoir préalablement mercerisé. Vous prenez cette même cretonne que vous passez sur une ligne de mercerisage, vous obtiendrez deux effets complètement distincts, complètement différents. Un sera plus cheap que l'autre qui sera plus noble. Des lignes de mercerisage comme ça doit coûter dans les 2 millions d'euros. Il n'y en a pas tant que ça en France. C'est quasiment une rareté. La plupart de ces lignes sont à la source, c'est-à-dire en Chine ou au Pakistan. Lorsqu'on sort de la récolte, lorsqu'on fait son tissage, on en profite par la même occasion pour préparer le tissu. C'est pour ça aussi qu'une partie de l'industrie française se casse la gueule. Tout est ramené, si j'ose dire, à la source, vers les champs de coton, vers les champs de lin, et que ce genre d'outil qui est très lourd et qui est très long à amortir, on ne le retrouve quasiment plus. Donc on n'investit plus rien en France dans ce genre de machine. Donc ça, dans la partie préparation pour les produits cellulosiques, ça clôt globalement la préparation d'un tissu. On flanque, on les encolle, on le blanchit à froid ou à chaud, et on peut éventuellement le merceriser. Alors on peut merceriser et ne pas blanchir, on peut blanchir et ne pas merceriser, et on peut blanchir et merceriser. C'est en fonction des requêtes, des demandes que le client formule, qu'on choisira tel et tel process. Il n'y a pas de règle, je répète. Ce ne sont que des choix arbitraires qui sont faits pour répondre à une demande commerciale. Aparté, je vous ai parlé donc de produits cellulosiques, le coton.